Voilà cette semaine que le monde retient son souffle. Nouveau terrain de jeu des États-Unis, l'Iran. Jusqu'où sont prêts à aller les dirigeants américains et iraniens? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec nos invités, avec nous en plateau. L'avocat et spécialiste du Moyen-Orient, Ardavan Amir Aslani, bonjour, merci d'être là. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Et puis en duplex de Sion en Suisse, le journaliste Guy Mettan. Bonsoir à vous. On va revenir vers vous deux, mais d'abord, on va retracer le fil des derniers événements depuis la sortie des États-Unis de l'accord signé en 2015 sur le nucléaire iranien avec Anaïs Furtad. Un échange enregistré entre les forces maritimes iraniennes et un navire de la marine britannique. Stena Impero, nous vous donnons l'ordre de changer votre cap immédiatement. Si vous obéissez, vous serez en sécurité. Quelques instants plus tard, le Stena Impero et ses 23 membres d'équipage sont arraisonnés par les gardiens de la Révolution en pleine mer d'Oman. L'ultime péripétie d'un feuilleton qui dure depuis le mois de mai dans le golfe Persique. Attaques de pétroliers, sabotage mystérieux de navires ou encore guerre de drones, le détroit d'Ormuz est au cœur de tensions mondiales entre Téhéran, Washington et l'Europe. Cette voie maritime de moins de 50 km de large est située entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Un passage stratégique où transite 35% du pétrole mondial, majoritairement en direction de l'Asie. Pour déstabiliser ses rivaux, l'Iran ne cesse de brandir la menace de sa fermeture. La crainte d'une escalade des tensions est de plus en plus forte. Londres a ordonné à la Royal Navy d'escorter les navires britanniques dans le détroit d'Ormuz. Une force sous commandement européen pourrait voir le jour. Un projet soutenu par Washington qui a demandé le soutien de Berlin. Maître Amir Aslani, qu'est-ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce que ce n'est pas plus une escalade verbale plutôt qu'éventuellement une escalade des violences? Je pense que vous avez aujourd'hui aux États-Unis, à la Maison-Blanche, une administration américaine qui est fermement décidée à obtenir un changement de régime en Iran. Le président américain l'a déclaré. Il est sorti de l'accord nucléaire au mois de mai 2018. Il est entouré, si j'ose dire, par des faucons comme John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, Pompeo, le ministre des Affaires étrangères, son avocat personnel Giuliani, des personnes qui sont intimement convaincues qu'il convient de changer de régime en Iran. Et qui sont encore plus vindicatifs que Donald Trump. Qui sont encore davantage vindicatifs. D'ailleurs, Donald Trump s'est empêché, si j'ose dire, de suivre leurs conseils lorsqu'il s'agit pour les Américains de réagir après que les Iraniens aient abattu un drone américain, le fameux Global Hawk, il y a quelques semaines. Les Iraniens aujourd'hui regardent le contentieux avec un regard différent. Ils disent qu'ils ont respecté à la lettre leurs engagements au titre de l'accord nucléaire du 14 juillet 2015. La sortie des États-Unis les prive totalement de l'obtention des dividendes qu'ils auraient pu espérer. Dans la pratique, ils se disent « Nous avons abandonné 100 milliards de dollars d'investissement dans le nucléaire pour obtenir absolument rien ». Guy Mettan, justement, on va revenir sur ce que vous venez de dire. On le rappelle, hein, tout est parti de cette sortie des États-Unis de l'accord en mai 2018. Est-ce que cette thèse d'enrichissement d'uranium par l'Iran avancée par Trump était cohérente, crédible pour en arriver là aujourd'hui, peut-être ? Non, on voit très bien qu'elle n'était pas crédible, puisque l'AIEA, donc l'agence de contrôle de l'énergie atomique, a confirmé que l'Iran respectait l'accord en tout point. Donc à partir de là, les arguments donnés par les Américains sonnent complètement faux. Il faut effectivement replacer ça dans le contexte. Dès le début, dès son arrivée au pouvoir, Trump avait déjà annoncé qu'il allait s'en prendre à l'Iran. Et ce qu'on voit maintenant, c'est replacer dans le contexte général des États-Unis, qui sont attaqués d'abord au Venezuela au début de cette année, sans succès, puisque le régime de Maduro dure, et qui maintenant font monter en puissance leur agressivité vis-à-vis de l'Iran. Et avec l'aide de qui? Avec l'aide des Britanniques, qui, je le rappelle, sont les premiers à avoir arraisonné un pétrolier iranien à Gibraltar. Donc on voit une escalade entre les uns et les autres pour faire monter la tension. Les Iraniens sont dans ce cas de figure les victimes. Ce n'est pas eux qui ont commencé les hostilités. Ils étaient extrêmement satisfaits de l'accord de 2015 et ils sont très déçus de ce qui se passe. Ils n'ont pas d'autre choix, au fond, que de réagir, sachant qu'ils ne vont pas se coucher
maintenant devant les intérêts des États-Unis, et en particulier, comme cela a été dit, les intérêts des néoconservateurs qui se sont emparés de beaucoup de leviers du pouvoir dans l'administration Trump. Alors, en réponse au boycott de son pétrole, Téhéran se dit prête à fermer le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que ça signifie, cette riposte pour le reste du monde? Alors, je dirais au préalable que le pétrole iranien n'a pas boycotté. Ce qui se passe, c'est l'imposition de l'extraterritorialité de la loi américaine à l'échelle planétaire. Voici un pays qui décide que quiconque achète du pétrole iranien sera sanctionné par les États-Unis. Il est parfaitement légal pour les Européens d'acheter du pétrole iranien au titre de l'accord nucléaire. Mais on suspectait que c'était pour la On Syrie. n'ose pas agir parce que les entreprises européennes ont peur d'être frappées par des sanctions américaines totalement en décalage par rapport à l'infraction commise, comme les 9 milliards 300 millions de la BNP. Et les Iraniens, qu'est-ce qu'ils font? Ils constatent effectivement qu'à travers les Britanniques qui font escorter leurs tankers aujourd'hui dans le Golfe Persique par un bâtiment militaire, le HMS Duncan qu'ils ont dépêché sur place, ils disent l'Iran a 1500 km de côte sur le Golfe Persique, c'est davantage à l'Iran d'assurer cette sécurité. Et l'Iran répond au tac au tac. Quand le tanker iranien a été arraisonné dans le Golfe de Gibraltar, qu'ont fait les Iraniens? Ils ont arraisonné le bâtiment anglais. Et ils l'ont déclaré dimanche dernier, par la bouche même du vice-ministre des Affaires étrangères à Vienne, qu'en fait, il s'agit là d'une mesure de rétorsion contre le commandant britannique, qu'il trouve illégal. De son côté, l'Iran est suspecté d'avoir fourni du pétrole en Syrie. Est-ce que ce n'est pas là le problème? Si vous voulez, on peut toujours considérer qu'il y a un problème. Suspicion, il n'y a pas de preuve qui a été quand bien même apportée c'est jusqu'à vrai, maintenant. puisque le soutien iranien par rapport à la Syrie est incontestable. Mais à quel titre est-ce qu'on peut procéder à cet arraisonnement? Les lois de l'Union européenne ne s'appliquent qu'à l'Union européenne. Et l'Angleterre, sur demande et injonction expresse des États-Unis, a procédé à l'arraisonnement de ce bateau. La loi iranienne n'interdit pas aux Iraniens de vendre du pétrole syrien. Guy Mettan, vous disiez que c'était une suspicion seulement à l'heure actuelle. Il y a cette première aussi depuis 2013. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de preuves. Oui. Mais a-t-on vraiment de preuves? Il n'y a pas de Oui, preuves. moi, je crois pas que les Iraniens... Le soutien des Je Iraniens crois à pas la que les Syrie est Iraniens- absolu, il ne faut pas s'en cacher. Et puis il y a cette Effectivement, première aussi depuis on 2013 n'a pas des de gardes-côtes preuves. émiratis Et je pense sont que les en Iraniens, visite non. actuellement à Téhéran. Enjeu important également donc pour le Golfe, j'imagine. Le Golfe Persique, si vous voulez, la réalité est que la sécurité de ce détroit appartient aux pays riverains. Donc les Iraniens, naturellement, discutent avec les Émiratis, avec les Qataris, avec les Omanais, pour faire en sorte à ce que ces agissements cessent. Agissements, d'ailleurs, dont je vous rappelle, on n'a pas encore trouvé le doigt qui serait capable, de manière crédible, de se pointer vers l'Iran. Puisque la plupart des experts militaires considèrent que les 4 tankers, soi-disant victimes des mines posées par les Iraniens, ne l'ont pas été et ils ont été frappés par des drones. On ne sait même pas par qui. Mais alors, que fait l'Europe dans tout ça, Si on Guy Mettan? Plusieurs pays se sont retrouvés en Autriche dimanche pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Est-ce que c'était un brassage d'air ou on avance vraiment sur ce dossier, Guy Mettan? C'est à la fois et l'un et l'autre. Tout d'abord, je pense que les Iraniens n'ont aucun intérêt à bloquer le détroit d'Ormuz, puisqu'ils seraient eux-mêmes les premières victimes de ce blocage. Donc si jamais ils devaient le faire, c'est en extrême recours, c'est parce qu'ils seraient complètement acculés, qu'ils n'auraient plus d'autre choix. Ça, c'est une menace qu'ils brandissent, mais ils n'ont aucun intérêt à le faire, je dis à moins d'y être acculés. Maintenant, quant à la réunion de Vienne, effectivement, c'est beaucoup de gesticulation, comme on l'a vu avec la création de cette société Instex au mois de janvier cette année. Donc, c'est l'instrument pour soutenir les échanges financiers, notamment avec l'Iran, qui n'a pas du tout fonctionné, qui ne fonctionne pas depuis 6 mois, qui est entre 3 pays de l'Union européenne, c'est-à-dire Allemagne, France et Grande-Bretagne, qui est un échec total jusqu'à maintenant. Alors, la réunion de Vienne, j'ai lu tout à l'heure que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Ryabkov, avait dit à l'issue de cette réunion que les premières transactions de cet instrument, donc ce Instex, avaient eu lieu et qu'il pensait que ça allait prendre de l'ampleur. Bon, c'est peut-être un signe positif, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, la volonté des Européens pour dépasser cette crise et vraiment mettre en action ce mécanisme a totalement échoué. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est totalement
vassalisées par les États-Unis. Les entreprises comme les gouvernements, comme la Commission européenne, sont totalement bloqués. On fait au fond abdication de leur propre souveraineté et c'est ça qui me paraît particulièrement grave. Quand un pays respecte un accord international à la lettre et dans l'esprit, au fond, un autre peut le dénoncer et les tierces parties, en l'occurrence les Européens, ne font pratiquement rien pour essayer de le remettre en cause. Donc là, on a vraiment... On est vraiment confronté à la limite de l'Europe. Merci Guy Mettan. Maître Amir Aslani, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il est aujourd'hui trop tard pour sauver cet accord sur le nucléaire iranien? Il n'est jamais trop tard pour sauver l'accord. Si vous voulez, l'accord représentait pour les Iraniens l'espoir de se réintégrer dans le concert des nations, se réintégrer dans le système financier international. Oui. McKinsey avait sorti un rapport où il annonçait 1000 milliards d'investissements en Iran sur les 20 prochaines années. Dans la pratique, l'Iran n'a même pas reçu 1 milliard. Les Iraniens se disent, qu'est-ce qu'il y aura en échange pour nous, nous qui avons respecté à la lettre cet accord, comme dividende? Et pour l'instant, ils ont constaté que c'est zéro. Le soutien de l'Europe, même si ça s'est traduit par zéro d'apport d'un point de vue économique, est quand même important pour les Iraniens. Parce qu'il s'agit d'un soutien politique. Merci beaucoup, Maître Amir Aslani, avocat et spécialiste du Moyen-Orient. Merci à vous également, Guy Mettan, en direct de Sion, en Suisse.